Bienvenue tout le monde et merci de vous joindre à nous. Commençons donc ce webinaire concernant l'optimisation de densité de clusters sur les plateformes de séquençage d'Illumina. Je risque de me répéter et je me répète parce que certaines choses sont assez souvent la même, mais c'est juste en guise de clarification bien sûr. Donc, l'objectif de webinaire sont de parcourir les questions suivantes. Qu'est-ce qu'est la densité des clusters? Qu'est-ce qu'est la densité de cluster par rapport au cluster passant le filtre? Comment diagnostiquer un clustering sous-optimal? Et comment obtenir une densité de cluster optimale? Commençons par un rappel rapide sur le processus de clustering. Lorsque l'on considère le flux de travail de séquençage comme un processus en 4 étapes, la génération de clusters est la deuxième étape. La génération de clusters se produit sur la flow cell. Pour la plupart des plateformes, la flow cell est déjà chargée sur l'instrument. Seuls les workflows HiSeq 2500, HiSeq 4000, HiSeq X utilisent le CBOT pour la génération de clusters. Sur la diapositive suivante, nous allons voir comment les clusters se forment sur la flow cell. Lors de la génération de clusters, un seul fragment de librairie s'hybride à la flow cell. Le fragment est amplifié par bridge amplification, formant un cluster clonal. De nombreux clusters sont créés à partir de différents fragments sur la flow cell. Cela permet un séquençage parallèle en masse. Chez Illumina, nous utilisons deux types de flow cell. La flow cell à clusterisation aléatoire est utilisée sur le MiSeq, le MiSeq DX, le MiSeq FDX, MiniSeq, NextSeq 550 et la HiSeq 2500. La flow cell à motif, ou pattern flow cell, ici à droite, est utilisée sur la HiSeq X, HiSeq 3000, 4000, le NovaSeq, la HiSeq 100 et le NextSeq 1000, 2000. Examinons de plus près chaque type de flow cell. Sur la flow cell sans motif et donc à clusterisation aléatoire, les clusters sont repartis de manière aléatoire dans la flow cell. Il s'agit d'une image miniature ici, réelle d'une flow cell à clusterisation aléatoire. Les clusters ne changent pas en nombre ou en emplacement pendant le run. Pour déterminer l'emplacement des clusters, un modèle d'emplacement de clusters est généré au cours des premiers cycles du run. Cette étape est appelée Cluster Template Generation. La flow cell à motif, par contre, contient des nanopuits. Ces clusters se forment donc dans ces nanopuits et cette technologie augmente la densité des clusters car les clusters sont séparés par les parois des nanopuits. La position des clusters est fixe et aucun modèle d'emplacement de cluster est nécessaire. La flow cell à motif peut attendre un rendement plus élevé en raison d'une densité de clusters plus élevée et plus résistante à la surclusterisation ou le surchargement. Maintenant que nous avons examiné ces deux types de flow cell, comment mesurons-nous la densité de ces clusters? Sur la flow cell à clusterisation aléatoire, la densité de clusters est mesurée comme nombre de 1000 clusters par millimètre carré. La densité de clusters augmente généralement avec la concentration de chargement. Pour rappel, l'instrument déterminera empiriquement le nombre et l'emplacement des clusters lors de la génération de modèles d'emplacement des clusters. Sur la flow cell à motif, la densité des clusters est le nombre de 1000 nanopies par millimètre carré. Le nombre de nanopies reste constant pour chaque type de flow cell sur le séquenceur. Examinons de plus près la différence entre la densité de clusters et la densité de clusters passant le filtre. Le filtre de chasteté empêche l'analyse de clusters de faible qualité pendant le séquençage. Les clusters passant le filtre, ou bien PF, sont généralement sont générés à partir des 25 premiers cycles de l'analyse de séquençage. Seuls les clusters qui passent le filtre sont utilisés pour la génération de données. Par exemple, si nous avons un run avec un passé filter de 0, aucune donnée ne sera générée. Sur la flow cell sans motif, les clusters passeront le filtre jusqu'à ce qu'ils peuvent être correctement identifiés et distingués des autres clusters aux alentours. Les clusters qui sont trop proches ou qui s'enjambent ne passent généralement pas le filtre et ne sont donc pas considérés. Par conséquent, une flow cell sans motif, une faible densité de clusters conduit à un passing filter élevé car les clusters sont emplacés et peuvent facilement être distingués par l'instrument.
Si nous chargeons trop de librairies, plus de clusters se chevaucheront, ce qui entraînerait un pourcentage de passing filter inférieur. Sur la flow cell à motif, les pluies de clusters seront exclus le puits contenant trop ou plus de clusters seront exclus du filtre ainsi que les puits vides. Étant donné que les nanopuits vides ne passent pas le filtre, le sur- et le sous-chargement peuvent conduire à un pourcentage de passing filter assez faible. Nous allons jeter un œil sur la façon de visualiser et d'interpréter ces mesures sur le logiciel SAV, Sequence Analysis Viewer, et BSSH, Bayes-Space Sequencing Hub. Commençons par un exemple de flow cell sans motif dans SAV. Pour consulter la densité de cluster et le pourcentage passing filter, accédez à l'onglet Analysis. Ensuite, regardez les graphiques Data by Lane. La densité doit être présélectionnée. La ligne bleue correspondant donc à la densité de cluster. Sur la flow cell sans motif, la densité de cluster est déterminée empiriquement et dépendra de la concentration de chargement. Le boxplot vert est le pourcentage de passing filter. Sur une flow cell sans motif, le pourcentage de passing filter sera élevé avec une concentration de chargement plutôt faible ou optimale. Un pourcentage de passing filter est généralement un premier signe de surchargement s'il est faible. Si nous voulons jeter un coup d'œil sur aux autres valeurs réelles, nous pouvons accéder à l'onglet Summary. Dans l'onglet récapitulatif nommé Summary, nous pouvons afficher la densité de cluster et le pourcentage passing filter avec leur déviation standard. Nous allons jeter un œil à la façon d'accéder à ces mêmes paramètres sur la plateforme BSSH. Nous prenons comme exemple une flow cell à motif ou Pattern Flow Cell. Dans BSSH, accédez à l'onglet Graphs ou graphiques. Ensuite, accédez au graphique de Data by Lane. La densité doit encore une fois être présélectionnée. Ici, nous pouvons voir la densité des clusters et le pourcentage de passing filter pour les 4 voies d'un run NovaSeq en S4. Comme mentionné précédemment, sur une flow cell à motif, la densité des clusters est proportionnée au nombre de nanopuits. Encore une fois, la boxplot verte représente un pourcentage de passing filter. Parce que les clusters polyclonales et les puits vides seront exclus, un faible pourcentage de passing filter peut indiquer un sur- et un sous-chargement de la flow cell. Jetons un coup d'œil aux métriques numériques avec leur déviation standard. Accédez à l'onglet des valeurs ou Metrics. Ici, vous pouvez accéder aux métriques pour la densité de cluster et le pourcentage de passing filter avec leur déviation standard. Maintenant que nous savons où trouver ces valeurs, examinons de plus près comment évaluer la densité des clusters et les clusters passant le filtre pour diagnostiquer les problèmes de clusterisation. Dans la section suivante, nous allons parler de la façon de diagnostiquer le clustering sous-optimal. Sur la flow cell sans motif, la première étape consiste à évaluer si la densité de cluster se situe bien dans la fourche recommandée. Nous voulons examiner cette zone de densité de cluster bleu et les métriques associées. Pour une analyse optimale, la densité de cluster doit être dans la fourche recommandée et avec une déviation de standard optimale. Pour un run surclusterisé, la densité du cluster dépasse généralement la fourche recommandée et souvent a une déviation standard plus importante. La même chose est vraie avec un run sévèrement surchargé. La fourche recommandée dépend de la plateforme de séquençage et du type de réactif. J'inclus un lien ici où vous pouvez accéder à la densité de cluster optimale pour toutes les plateformes avec des flow cells sans motif. Une chose à garder à l'esprit est que la fourche recommandée est déterminée empiriquement à l'aide de SPIX. De plus, les librairies à faible diversité ont une densité de cluster optimale au moins 15% inférieure à celle à diversité normale ou haute. Plus d'informations sur ce sujet plus tard. La deuxième étape, lors du diagnostic de clustering sous-optimal, consiste à évaluer le pourcentage de passing filter. Le pourcentage à densité des clusters optimale, le pourcentage passing filter devrait être élevé. Pour un run
surchargé, le pourcentage passing filter sera inférieur à la densité de cluster et généralement avec une grande déviation standard. Pour les analyses fortement surchargées, le pourcentage passing filter est souvent égal à 0. En règle générale, pour une flow cell sans motif, le pourcentage passing filter doit être au-delà de 80%, 80% pour obtenir un rendement optimal. Si nous soupçonnons un sur- ou sous-clustering, il peut être utile d'évaluer les images miniatures ou thumbnail images. Regardons donc quelques images miniatures. Les miniatures fournissent des informations de diagnostic pour les problèmes de run tels que les sous- ou sur-clustering. Voici deux exemples, en haut à droite le HiveSeek et en bas à gauche le MySeek. Donc en haut à droite patterns et en bas à gauche donc aléatoire. Vous ne voyez donc pas en fait les patterns en haut à droite, mais cela est normal. Cette image montre une densité de cluster entre normal et faible pour le MySeek. Les points blancs sont des clusters. Il est important d'avoir un fond suffisamment sombre pour que l'instrument puisse évaluer avec précision la densité de clusters. On remarque l'apparence de la densité des clusters dans les miniatures varie selon les plateformes. Cette image-ci montre la densité recommandée, voire plus élevée pour le MySeek. Nous pouvons voir que nous avons de plus de clusters et moins de fonds sombres que la dernière fois. L'image suivante est un run surclusterisé. Parce qu'il y a tellement de clusters, nous ne pouvons pas voir de points blancs clairs. Cela ressemble à une brume et il n'y a presque pas de fond sombre visible. Étant donné que les clusters sont si proches ou se chevauchent, ce run aura probablement un pourcentage de passing filter assez faible. Je me corrige, parce qu'il y a tellement de clusters, nous ne pouvons pas voir quelque chose d'autre que des points blancs clairs, bien sûr. Mes excuses pour cela. Cette image-ci montre une flow cell saturée. Parce que les clusters forment presque une couche uniforme, l'instrument ne peut pas mesurer la densité de clusters avec précision, étant donné que l'instrument utilise le contraste entre l'arrière-plan et les clusters blancs pour se concentrer sur la flow cell. Un run surclusterisé comme celle-ci peut traduire en échec de clustering ou en problème de mise au point au tout début du run. Parfois, il peut être difficile d'évaluer le sous- et sur-clustering à partir des images miniatures uniquement. Par conséquent, nous voulons toujours examiner plusieurs paramètres en même temps pour faire notre évaluation. Jetant un coup d'œil à quelques phénotypes courants du clustering sous-optimal. Commençons par regarder la flow cell map, ou la carte de la flow cell et le diagramme des densités en SAV ou BSSH. Le premier indicateur d'un run surclusterisé est que la densité de cluster est supérieure à la fourche recommandée et le pourcentage de passing filter est faible. Si la flow cell est trop clusterisée, nous verrons probablement des densités élevées au niveau de la flow cell à sa sortie et des densités plus faibles à sa rentrée. À titre de comparaison, examinons les mêmes valeurs pour un run clusterisé de manière optimale. Tout d'abord, la densité de cluster est dans la fourche recommandée, comme vous pouvez le voir ici, avec un passing filter élevé et une déviation standard petite. Sur le diagramme ou la carte de la flow cell, les densités de cluster plus élevées sont signalées à l'entrée et des densités plus faibles à la sortie. La densité des clusters forme un gradient agréable et cohérent à travers la flow cell de l'entrée jusqu'à la fin, ce qui est exactement le revers à notre côté. Un autre phénotype courant de surclusterisation est une baisse d'intensité après la génération d'emplacements de clusters. Pour rappel, la flow cell sans motif, l'instrument créa un modèle de cluster au début de l'analyse. Si l'analyse est surchargée, l'instrument tentera de créer un modèle et essaiera d'utiliser ce modèle-là. Cependant, comme les clusters ne peuvent pas être évalués avec précision, l'instrument ne peut pas capter le signal. L'intensité tombera à 0 et nous ne générerons pas de données de bonne qualité. Un autre phénotype courant de la surclusterisation
et une baisse ou même perte d'intensité et de qualité donc après le retournement des clusters, le paired end turnaround. Vous pouvez voir cela dans les valeurs par cycle data by lane et comme vous pouvez le voir ici aussi le Q30 semble correct en lecture 1, mais après le renversement des clusters, la qualité baisse et en effet, pendant le renversement, le cluster est à nouveau amplifié et devient donc plus grand. Au début du run, l'instrument peut encore distinguer les clusters, même s'ils sont rapprochés, mais après le paired end turnaround, les clusters se chevauchent de plus en plus et ne produisent pas un bon signal. Regardons maintenant un résumé rapide des phénotypes les plus courants sur la flow cell sans motif. Lorsque la flow cell est surclusterisée, nous allons probablement voir une densité des clusters élevée et un pourcentage de passing filter faible. Une baisse d'intensité après la génération de modèles, une baisse de qualité d'intensité après le retournement et des minutaires saturés. Pour une exécution en sous-clustering, nous allons probablement voir une faible densité de clusters avec un passing filter élevé, un faible rendement de données et des images miniatures avec peu de clusters. Comment évaluer le clustering sous-optimal sur une flow cell à motif? Comme mentionné précédemment, pour les flow cells à motif, la densité de cluster brut ne sera pas mesurée. Tant que telle, la densité de clusters affichée en SAV représente le nombre total de puits sur la flow cell. Le nombre de puits est fixe pour chaque type de flow cell et n'est donc pas très informatif. Pour évaluer le clustering sous-optimal, nous regarderons plutôt le pourcentage de passing filter. Si l'analyse a été effectuée avec une densité de cluster optimale, le pourcentage passing filter sur une pattern flow cell le pourcentage passing filter devrait être élevé et avec une petite déviation standard, comme dans cet exemple. Un pourcentage passing filter faible sur une pattern flow cell suggère une clusterisation suboptimale et peut indiquer soit une underclustering ou overclustering. Sur un NovaSeq iSeq NextSeq 2000, nous pouvons utiliser une métrique appelée le pourcent occupé ou percent occupied pour déterminer si un run est sur ou sous-clusterisé. Le pourcentage occupé représente le pourcentage de puits occupés par des clusters sur la flow cell. Si le pourcentage occupé est élevé, comme dans le cas précédent, la plupart des puits de la flow cell ont des clusters. Si cette valeur est faible, nous n'avons probablement pas chargé suffisamment de librairies pour remplir tous les puits sur la flow cell. Lorsque nous avons un pourcentage faible de passing filter et que nous soupçonnons un clustering sous-optimal, nous pouvons générer un pourcentage passing filter et pourcentage d'occupation, comme vous le voyez ici, pour mieux comprendre ce qui se passe sur la flow cell. Je vais vous montrer sur les prochaines diapositives comment créer cette graphique, mais nous allons d'abord examiner les valeurs de plus près. Sur l'axe X se trouve le pourcentage d'occupation, la proportion de la flow cell occupée par des clusters. Sur l'axe Y se trouve le pourcentage passing filter. De bons clusters, donc monoclonaires, passent le filtre. Les puits vides ou les puits polyclonaux ne passeront pas le filtre et conduiront à un faible pourcentage de passing filter. La ligne bleue indique le pourcentage passing filter auquel le rendement des données répond aux spécifications d'Illumina pour ce type de run. Lorsque la concentration de chargement de librairie est trop faible, nous constatons généralement un pourcentage faible de passing filter et aussi un faible rendement des données car seule une petite partie de la flow cell est occupée et les puits vides ne passent pas le filtre. À une concentration de charge optimale, le pourcentage passing filter et pourcentage occupé s'élèvent vers les 100%. Parfois, cela peut ressembler à un nuage de points situé généralement entre les 80 et les 90% d'occupation. Lorsque la concentration de chargement est trop élevée, le pourcentage passing filter commence à diminuer. Le surchargement peut non seulement conduire à un rendement de données inférieur, mais également à des problèmes de qualité de ces données. Sur cette diapositive-ci, je vous montre comment créer ce flow en SAV. Une fois SAV lancé, allez vers l'onglet Images et puis sélectionnez l'icône graphique.
Cela fera apparaître une boîte graphique pour tracer des métriques de tuiles de flow cell. Pour les valeurs X, sélectionnez le pourcentage occupé. Pour les valeurs Y, sélectionnez le pourcentage passing filter. Ensuite, le tracé sera automatiquement généré. Dans ce cas-ci, nous pouvons voir que le pourcentage occupé et le pourcentage passing filter sont élevés. En comparant notre graphique à la diapositive suivante, nous pouvons voir que nous sommes dans la fourche de chargement optimale. Résumons rapidement les phénotypes les plus courants de clustering sous-optimal sur la flow cell à motif. Un premier indicateur de clusterisation sous-optimale est un faible pourcentage de passing filter. Pour les ISIC 100, Nexit 2000, NovaSiC 6000, nous pouvons examiner le pourcentage occupé pour en savoir plus sur la cause des problèmes de clustering. Un pourcentage de passing filter faible et un pourcentage occupé indique une surclusterisation. Un pourcentage passing filter et pourcentage d'occupation faible indique un sous-clustering. Une fois que nous avons identifié ce que nous avons avec le run, une fois que nous avons identifié que nous avons un run avec un clustering sous-optimal, quelle est la prochaine étape? Dans les diapositives suivantes, je vais vous parler des causes les plus courantes de ces problèmes-ci. La cause la plus fréquente est de surclusterisation et le surchargement de la flow cell par une librairie mal connue. Une concentration de charge élevée peut être causée par des problèmes de quantification. L'efficacité de clustering de la librairie ou même de la diversité de base de la librairie. Une combinaison entre deux ou trois de ces éléments précédents sont possibles aussi. Plus à ce sujet plus tard. Pourquoi voulons-nous éviter le surchargement? Le surchargement entraînera moins ou pas de passing filter et peut entraîner un échec complet du run ou une mauvaise qualité des données. Passons au sous-clustering. Le sous-clustering se produit lorsque nous avons trop peu de clusters sur la flow cell. Cela peut être causé par une concentration de charge trop faible, un problème de dénaturation dû au pH de NaOH, une mauvaise conception ou qualité de la librairie. Une sous-clustering conduit généralement à un rendement global plus faible. La qualité des données et des performances du run ne sont généralement pas affectées. Le sous-clustering est préférable au sur-clustering, car les effets sont généralement moins graves et les données non affectées. Dans les prochaines diapositives, nous parlerons sur la façon d'optimaliser la densité de cluster d'une librairie. Il est important de trouver la densité de cluster optimale pour un type de librairie. Car avec une densité de cluster optimale, nous maximisons le rendement et la qualité des données. Effectuer une analyse à une densité de cluster optimale implique de trouver un équilibre entre le sous- et le sur-clustering. La concentration de chargement doit souvent être déterminée empiriquement pour chaque nouvel type de librairie. La première étape pour trouver la densité de cluster optimale consiste à optimiser la concentration de chargement de votre librairie. La concentration de chargement varie entre les plateformes de séquençage, comme vous pouvez le voir dans le tableau prochain, qui met en corrélation la concentration de chargement optimale pour le FIX et la densité de cluster optimale de FIX pour chaque plateforme. La concentration de chargement varie avec la taille de la librairie. La taille de FIX, par exemple, est entre 450 et 500 paires de base. Les librairies les plus petites ont une efficacité de clustering plus élevée que les grandes et donc nécessitent une concentration de chargement inférieure par rapport à FIX. Lors de l'optimisation de la concentration de chargement, nous souhaiterons également prendre en compte la diversité de la librairie. Les librairies à faible diversité ont une concentration de chargement optimale inférieure et donc une densité de cluster optimale inférieure aussi, environ vers les 15%, car elles ont une proportion déséquilibrée de nucléotides par cycle. On verrait plus d'informations sur la diapositive suivante.
Lors de l'optimisation de la concentration de chargement, effectuez un ajustement empirique par petits incréments. Commencez bas et augmentez jusqu'à ce que vous trouvez une fourche de cluster densité recommandée et des qualités supérieures à la normale. Comme mentionné précédemment, les librairies à faible diversité ont une diversité de clusters optimale inférieure. Dans la figure A sur cette diapositive, vous pouvez voir un exemple de librairie bien équilibrée. La figure B montre une librairie à faible diversité et la figure C, une librairie non équilibrée, qui veut dire qu'une ou deux bases seront plus reportées que d'autres, mais cela est normal pour cette librairie. Il existe deux stratégies principales lors du séquençage de librairies à faible diversité. Premièrement, viser une densité de cluster d'environ 15% inférieure à celle de librairies équilibrées. Deuxièmement, augmenter le pourcentage de FAEX pour augmenter la diversité. Vous pouvez trouver, des ressources dans le centre d'assistance d'Illumina sur notre site web sur la quantité FAEX à ajouter pour votre run et plateforme de séquençage. Parlons des facteurs qui contribuent à l'efficacité de clustering des librairies. La taille des librairies est un facteur important. Les fragments courts se regroupent plus facilement que les plus longs. 200 paires de bases est considéré comme des fragments très courts. 800 paires de bases est considéré comme un fragment qui est trop long, clusterisé sur les flow cells d'Illumina. Une chose à garder à l'esprit est que la relation entre la concentration de chargement et la densité de cluster n'est pas exactement linéaire. Le processus de génération de clusters. Différentes plateformes utilisent des recettes de génération de clusters légèrement différentes. Cela doit être pris en compte lors du changement de plateforme. Des exemples de facteurs spécifiques, en particulier pour les librairies personnalisées ou custom, mais aussi des échantillons hors normes, peuvent jouer un rôle et nécessiter une optimisation empirique plus avancée. Enfin, la quantification est clé. Utilisez la méthode de quantification que votre équipe de préparation de librairie spécifie. J'inclus ici le guide de référence rapide de quantification et de contrôle de qualité de librairie pour plus d'informations. Assurez-vous de tester la qualité de la librairie. Évitez les contaminants de préparation tels que les dimères d'adapteurs, les dimères d'amorces et les constructions partielles de librairie. Utilisez des méthodes de contrôle de qualité telles que le Bioanalyzer ou le Fragment Analyzer pour évaluer la qualité des librairies avant l'analyse. Répétez le processus d'optimisation qu'on vient de voir pour chaque nouvel type de librairie. Différents types de librairies ont des efficacités de clustering différentes. Lors d'un run d'une nouvelle librairie, commencez avec un clustering bas pour éviter une surclusterisation et augmenter empiriquement par petits incréments. Assurez-vous que le pH de NaOH est par-dessus des 12,5. Diluez les NaOH frais le jour même et testez le pH avant la dénaturation. Une autre façon d'obtenir une densité cluster optimale consiste à inclure FAEX comme contrôle. FAEX est aligné sur son génome lors du séquençage sans intervention du client. Nous recommandons 1 à 2% de FAEX mélangé à la librairie comme contrôle positif. Les librairies à faible diversité ont besoin d'un pic de pourcentage de FAEX plus élevé. Pour afficher le pourcentage FAEX aligné, accédez à l'onglet Metrics dans PSSH ou à l'onglet Summary dans SAV. Ici, vous pouvez voir combien de FAEX s'alignent avec le génome FAEX connu, sous Alignment. L'inclusion de FAEX peut aider à résoudre des problèmes de quantification et de clustering. Voyons comment utiliser FAEX pour résoudre des problèmes de clustering. Le pourcentage de FAEX ajouté doit correspondre au pourcentage aligné pendant le run. Par exemple, pour un pic de FAEX de 10%, un alignement de FAEX à 1% indique une concentration de librairie étonnamment élevée, généralement avec une densité de cluster
élevée ou même une surclusterisation. Un alignement de Phaix à 50% dans le même cas indique une concentration de librairie étonnamment faible, généralement avec une faible densité de clusters ou une sous-clusterisation. Résumons les stratégies que vous pouvez utiliser pour optimiser la densité de clusters. Premièrement, optimiser la concentration de chargement de manière empirique. 2. Tenez compte de l'efficacité du clustering. 3. Quantifiez bien la librairie avec donc, la quantification qui est spécifiée dans le kit. Faites une qualité de la librairie avec un bioanalyzer ou un tape station. Et préparez donc un NaOH fraîche avec un pH au-dessus de 12,5 le jour même avant de lancer et de dénaturer votre librairie. Et finalement, incluez du FX en tant que contrôle pour votre séquençage. La plupart des informations présentées ici se retrouvent dans le guide d'optimisation de densité de clusters que vous pouvez voir ici à l'écran et retrouver sur notre site web. Nous avons également des ressources supplémentaires sur notre site web dans la rubrique support. Et ceci aussi inclut des vidéos que vous pouvez accéder donc encore une fois sur notre site web. Et on a aussi une chaîne YouTube Illumina où se retrouvent donc des vidéos bien sûr. On a aussi les bulletins qui sont sur notre site web et que vous pouvez accéder librement. J'inclus également une liste de ressources spécifiques. Et si vous avez des questions, je serai ravi de les répondre à l'instant ou ultérieurement si vous écrivez vers techsupport@illumina.com.